qui croyait que Blanche-Belle ne trouverait jamais les moyens de sortir des mains de la fée son amie, la conduisit hardiment chez elle, où, aussitôt que cette charmante reine fut arrivée, elle se trouva enfermée dans un appartement du palais. La fée lui fit entendre que c'était une juste punition de l'infidélité qu'elle avait été cause que le roi avait faite à la fille de la reine, à qui il avait promis de l'épouser, mais qu'il ne lui arriverait aucun autre accident que la perte d'un amant qu'il ne lui appartenait pas, et qu'elle serait servie dans son appartement de manière qu'elle n'aurait rien à désirer. Blanche-Belle se voyait dans un lieu écarté, à la miséricorde d'une vieille personne qu'elle ne connaissait pas, et qui lui paraissait toute puissante dans ce lieu par la quantité d'hommes noirs et de nains qui portaient tous des colliers comme ses esclaves. Il n'est pas surprenant qu'une jeune personne ait eu peur en une pareille occasion, et qu'elle ait eu recours à la soumission et aux prières, comme elle fit pour tâcher de se conserver la vie. La fée l'assura qu'elle n'avait rien à craindre, et lui promit même de faire tout ce qui serait possible pour lui rendre sa captivité supportable. Il est vrai qu'outre qu'elle faisait servir Blanche-Belle avec de grands respects dans son appartement, elle lui faisait faire fort bonne chère, lui donnait même tous les jours le plaisir de la musique, et lui faisait porter des livres. Elle adoucissait ainsi sa solitude, mais elle lui avait mis des gardes impitoyables à la porte de son appartement, de sorte qu'elle n'en pouvait jamais sortir. La vieille reine s'en était retournée à son château avec sa fille, à qui la fée, son amie, avait, par son art de féerie, fait prendre si parfaitement la ressemblance de Blanche-Belle que tout le monde y fut trompé. La reine dit qu'elle avait laissé la fille à son amie, qu'il la lui avait demandée pour lui faire compagnie, et qu'elle la lui avait laissée d'autant plus volontiers qu'elle promettait de la faire héritière de son château et de tous ses biens. Il n'y avait plus rien à désirer que de pouvoir accoutumer cette nouvelle princesse à toutes les manières de Blanche-Belle, car, pour la ressemblance, elle l'avait parfaite. La reine prit soin de l'instruire, et elle espéra que le roi en serait satisfait. Il n'y avait qu'un seul défaut, auquel on ne savait aucun remède. La fée n'avait pas eu le pouvoir de lui accorder le don de perles et de rubis qu'avait Blanche-Belle. Mais, comme la reine avait eu la précaution d'en rassembler une grande quantité, à mesure que Blanche-Belle les produisait, elle crut que ce serait un moyen de tromper le roi longtemps. Elle savait de plus qu'il n'avait pas fait grand état de cette sorte de richesse, et il y avait lieu d'espérer qu'il la regarderait encore avec plus de nonchalance s'il revenait, comme il y avait apparence, victorieux du roi de Tunis, de qui la dépouille aurait considérablement augmenté sa fortune. Le roi revint véritablement bientôt à Naples après une victoire complète, et envoya, en toute diligence, chercher sa charmante Blanche-Belle. La vieille reine se mit incontinent en chemin, avec une si grande confiance aux mesures qu'elle avait prises pour faire sa fille reine, qu'elle ne douta pas de lui voir remplir cette place toute la vie. La tromperie était si habilement faite que le roi crut, les premiers jours, posséder son aimable Blanche-Belle. Il y trouvait pourtant quelque chose à dire, et il crut qu'elle avait perdu une partie de ses agréments. Insensiblement, cette pensée le jeta dans des dégoûts fort grands, qui furent bientôt suivis d'une tristesse et d'une mélancolie dont il se trouvait saisi, sans en pouvoir dire précisément la raison. Et enfin cette mélancolie alla si loin que, ne prenant plus aucun plaisir dans sa cour, il résolut d'aller à la chasse avec fort peu de monde. Il choisit le château et la forêt où il avait prié qu'on menât la reine pendant la guerre. Il y chassa quelques jours de suite, et toujours la chasse le conduisait à la vue d'un château qu'il ne connaissait pas, mais, dans la nonchalance où il était, il n'y fit pas grande réflexion. Il était si détaché de toute chose qu'il n'avait aucune curiosité. La chasse même l'occupait sans lui donner de plaisir. Voilà l'état insipide où le roi était tombé quand tout d'un coup il en fut retiré par une voix qui se fit entendre d'une fenêtre du château et qu'il crut reconnaître. Ne se remettant pas précisément de qui elle était, il approcha et vit une personne qui lui tendait les bras et lui demandait du secours d'un son de voix qui le pénétra jusqu'au fond du cœur. Il s'approcha encore un peu, et tout d'un coup, il sentit renaître la vivacité des premiers empressements qu'il avait eus pour Blanche-Belle. Il reconnut enfin qu'il voyait le véritable objet de sa passion. Mais il était dans une surprise étrange de voir dans ce château une personne qu'il croyait à Naples, et,
ayant réfléchi sur le changement si subit qui allait arriver dans son cœur, il ne savait si ce qu'il voyait n'était pas un songe. Sa surprise devint bien plus grande quand il vit cette personne en l'air, et qu'elle descendait un moment après fort doucement auprès de lui. Son cœur lui disant que c'était sa véritable Blanche-Belle, il se jeta à terre et, l'ayant embrassée tendrement, ils furent tous deux quelques moments sans pouvoir parler ni se quitter. Les premiers transports de joie étant passés, Blanche-Belle rendit compte au roi de son aventure, et comme elle s'était sentie soulevée et portée en l'air par une puissance qu'elle ne connaissait pas. Elle en eut l'obligation au sylphe, qui avait présidé à sa naissance. Il était venu la délivrer d'une captivité à laquelle elle se croyait condamnée pour toute sa vie, et lui fit trouver la parfaite félicité dont elle avait 1000 fois plus regretté la perte que celle de sa liberté. Le roi, plus passionné qu'il n'avait encore été, différa le soin de sa vengeance pour ne songer qu'à ramener sa charmante Blanche-Belle au château où il tenait sa petite cour et l'éloigner d'un lieu où il ne savait pas s'il y avait encore à craindre pour elle. Il assembla le lendemain son conseil, où il exposa la méchanceté de la vieille reine et la supercherie qu'elle et sa fille lui avaient faite. Il dit aussi le sujet qu'il avait de se plaindre de la fée qui y avait prêté sa puissance, et, après avoir entendu les avis d'un chacun, qui allaient tous à des punitions sévères, il ordonna de son propre mouvement la seule peine du bannissement contre la vieille reine et contre sa fille, et que le château de la fée serait rasé. Mais la reine et sa fille s'étaient déjà retirées avant que d'avoir su le jugement qui avait été prononcé contre elles, et le château de la fée fut cherché inutilement par ceux qui avaient l'ordre de le faire raser. Il y a apparence qu'il avait été transporté ailleurs, et qu'en quel endroit que ce fût, il avait servi de retraite à la vieille reine et à sa fille, qui y allèrent passer leur vie dans les regrets d'avoir commis un crime inutile, et laissèrent le roi Fernandin, le plus heureux de tous les princes, auprès de la charmante Blanche-Belle, pour qui sa passion augmenta tous les jours pendant le cours d'une longue vie. Merveille dont on n'avait jamais fait d'exemple. End of Blanche-Belle by Le Chevalier de Mailly. Recording by Aldar.